Salut les marques, salut les smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui respire, qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Cette semaine, aujourd'hui, on se retrouve pour vous décrypter le monde merveilleux du show bleu. Bienvenue à Friday Night SmackDown, le 1165e du nom. Ça se passe à Chicago, à Rosemont exactement, dans l'Illinois, USA, à la Allstate Arena. Au commentaire, Michael Cole, Pat McAfee. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris ou tonton Catch-up. Et aujourd'hui, j'ai le privilège, l'honneur, que devrais-je dire, de rentrer dans l'histoire pour une triple frite, pour un SmackDown historique. Et cette review va l'être tout autant, puisque on va accueillir deux chroniqueurs que vous connaissez très bien. On va commencer par un ancien de la maison, par un taulier, par un pilier de comptoir, notre ignoble Ringside. Salut Ringside. Salut tonton, salut à tous. Très heureux d'être là pour faire l'histoire avec toi. Ah, voilà, ça fait toujours plaisir. Et le troisième larron pour cette triple frite, c'est notre archange Géliel. Salut Géliel. Salut tonton, salut Ringside et salut à tous. Ah, ça fait plaisir. Ah, peuple de catch-up, vous êtes gâtés. Je sais que la triple frite, c'est le combo qui marche à catch-up le plus. Donc là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mettez-vous comme il vous faut. On y va, messieurs, on est parti. Chicago a l'air ambiancé, hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais globalement, le public semble plutôt bien présent, bien chaud. On va avoir d'abord un petit récap un peu sur l'angle qu'il y a eu entre Sami Zayn et Brock Lesnar de la semaine dernière. Alors, un petit mot là-dessus, puisque je crois que c'était vous deux qui avez récap le SmackDown de la semaine dernière, Ringside ? Oui, avec il Billy Brock et sa salopette. Oui, tout à fait, ouais. Avec le fameux l'angle avec le Sami qui... avec le Brock qui dit à Sami, ouais, allez viens, on va aller chasser l'élan et tout. Et l'autre qui lui dit, ouais, je suis vegan, quoi. Entre autres, ouais. Ah, c'était une belle réussite de ces dernières semaines, ça, ce joli segment entre Sami Zayn et Brock Lesnar. Ouais, exactement. Ouais, c'était assez drôle. Moi, j'ai trouvé ça assez fantastique. Et vraiment l'interaction avec Sami Zayn. Alors, avec la signature de Kevin Owens cette semaine, il ne saurait tarder. On subodore de plus en plus fort la signature prochaine, le renouvellement de Sami Zayn, hein, mes amis. Hein. Je crois avoir lu que c'était fait. Mais moi aussi. J'ai vu ça aussi. Ouais. Oh, des infos en direct, allez-y les amis, expliquez-moi tout. Des infos en direct sur la prolongation de contrat de Sami Zayn. Ouais, bah, je crois que ça a été signé la semaine dernière. Hein. Je sais pas si je dis des bêtises. Est-ce que je confonds pas avec Kevin Owens? Pardon. Non, moi Kevin Owens. Kevin Owens, c'est sûr. Sami Zayn, voilà, c'est Kevin Owens, c'est sûr aussi. Hein. Je sais plus, je suis sur le Wrestling Observer. Mais c'est fait aussi, Sami Zayn. Hein. C'est fait. C'est bouclé. Bah, c'est une bonne nouvelle. Alors là, franchement. Oui, on aurait du mal à s'en passer des deux là quand même. Vraiment content d'avoir les deux qui est pour la WWE. SmackDown part du catch en fait, hein, véritablement, puisqu'on va avoir un tag team match chez les filles. On va avoir la championne Charlotte Flair accompagnée de Shotzi Blackheart. Alors j'ai un peu découvert, pourtant je suis SmackDown, que Shotzi Blackheart était passée du côté obscur de la force. On en reparlera. Sasha Banks dans un cosplay magnifique de Spider-Man où elle a fait un tabac, hein, Sasha Banks, on va le dire, hein, cette semaine elle a été à la première, je sais plus où, à Los Angeles. Il y en a eu que pour elle. Elle est passée partout sur tous les réseaux sociaux. Sa robe a fait un tabac, ses jambes aussi, et elle est accompagnée avec Toni Storm qui elle est qui fait beaucoup moins un tabac certainement, mais qui est énorme. C'est normal, c'est une petite jeune qui n'en veut et qui arrive dans le main roster. On va avoir un vrai gros match de tag team de filles, puisque les amis, on va avoir un match quasiment de 19 minutes. Et finalement, on sent que Shotzi et Toni, qui sont l'une en face de l'autre, sont assez heureuses de partager le ring avec les deux boss, quoi, avec les deux patronnes du business, en particulier à SmackDown, mais j'ai envie de dire sur l'ensemble de la division féminine. Voilà, ça fait partie, c'est les Four Horsewomen, donc c'est quelque chose, quoi. Elles vont avoir leur moment Blackheart et Storm, hein, elles vont pouvoir s'en donner joyeusement, mais on sent, alors vous allez me dire ce que vous en avez pensé, mais moi, on sent la différence en fait une fois que Charlotte et Sacha rentrent dans le ring. C'est pas le même délire. Alors Sacha là elle est face. La semaine dernière c'était un petit peu mitigé. Là cette semaine moi j'ai trouvé que le public était carrément à fond avec Sacha, quoi. Mais alors un truc de dingue, quoi. Pat McAfee il en pouvait plus de Sasha Banks. Donc vraiment c'était du coup ça mettait une ambiance au match assez sympa. Finalement donc Flair et
Sacha Banks vont donc avoir droit à leur face-off et ça va s'envoyer comme il faut, malgré que Charlotte tente et continue les coups de vis, continue les taunts envers le public. L'entente avec Shotzi est plutôt pas trop mal, quoi. Shotzi me paraît assez énervé. Alors vraiment, encore une fois, moi comme je tombais un peu des nues qu'elle soit heal. J'étais un peu surpris sur le coup de l'attitude de Shotzi Blackheart, mais bon, écoute, c'est parti, allez, allons-y, quoi. Tony Storm va essayer un peu de s'envoyer, va tourner pas mal de choses, elle va nous faire pas mal comment on appelle ça, de prise de judo, pardon, pour tenter, d'ailleurs, sur un nearfall de 2, pour envoyer tout le monde au sol. Finalement, elle va tenter, il va y avoir plusieurs de tags rapides entre les deux filles. À un moment, au bout de 10-11 minutes, je commençais à regarder, je me dis, c'est dingue, je me rappelais pas d'un tag team match entre des filles qui durait aussi longtemps. Et effectivement, ouais, c'est bien ce qui va se passer. Alors, Sacha, elle va nous faire un magnifique truc, là, elle va nous faire une espèce de backbreaker en bascule entre les cordes, là, assez violent. Tony et Shotzi vont se retrouver finalement toutes les deux ensemble. Et alors là, ça va envoyer pas mal. Hein. Atomic Drop, Manhattan Drop, Drop Kick, coup d'avant-bras, la totale. Un petit slam refusé. Hop, tac aveugle avec Charlotte. Et là, Charlotte rentre. Et là, ça va péter du big boot, de la souplex. Storm et Flair vont se retrouver par terre. Tony va essayer de l'éloigner d'un coup de pied. Ça va continuer à s'envoyer. Ça va se dégager du tablier. Elles vont se balancer des trucs. Hein, je sais même plus ce qu'elles vont se balancer, quoi. Mais y a pas une histoire où elles se balancent un truc qui ramasse sur la table des commentateurs. Oh, je sais plus, quoi. Enfin bref. Bref. Charlotte va réussir à se dégager de Banks, mais ça va pas suffire parce que Storm pendant ce temps va monter sur le turnbuckle. Le crossbody va tomber pour un point à la victoire. Non, cherchez finish, non, ça va pas marcher. Flair va réussir à bloquer Tony Storm, va la pousser dans le turnbuckle, va nous faire un saut pair. Les genoux levés, contrés par Tony Storm. Finalement, Sacha Banks et Tony Storm vont gagner alors j'ai découvert cette prise, mon bon ringside, toi le spécialiste, tu vas m'expliquer ce que c'est qu'un bridging O'Connor roll, parce que c'est la première fois que j'entendais le nom de cette prise, et en l'occurrence c'est la prise que va utiliser Storm sur Charlotte Flair, mais ça va pas marcher finalement. Charlotte Flair, si ça va marcher, excusez-moi, Tony Storm et Sacha Banks au bout du bout vont 1, 2, 3, gagner le combat sous une grosse pop du public. Charlotte Flair et Shotzi évacuent le public. Et c'est Sacha Banks qui va lever le bras à Tony Storm, qui essaie effectivement à porter le pin, mais qui va vraiment mettre over, moi j'ai trouvé, Tony Storm, comme ça avait peut-être jamais été le cas à SmackDown depuis son arrivée dans le show bleu. Voilà, c'était un peu long. Un play-by-play un peu compliqué parce qu'il y en a eu un peu de partout. Puis on va avoir des précisions avec nos deux chroniqueurs là. Donc allons-y. Messieurs, on va commencer avec l'Archange, le Géliel, ce tag team féminin pour ouvrir ce SmackDown. Écoute, moi j'ai trouvé ça vachement bien. Je trouvais qu'en plus les alignements se passaient bien. C'est-à-dire que étonnamment, comme tu le disais, alors moi Shotzi, je l'avais jamais trop vue en face. Hein, elle avait plutôt eu des comportements très énervés de heel. Alors après, l'adversité n'était pas forcément pour l'aider à se positionner en heel. Je suis d'accord avec toi. Mais là, avec Charlotte Flair, ça passait vraiment tout seul, son côté énervé et en heel. Banks Storm, ça allait bien aussi. Du coup, ça a envoyé quand même pas mal du lourd. Il y a eu quelques petits trucs un peu botchés, notamment le moonsault avec le following moonsault de Charlotte là sur la fin où alors ce qu'elle fait c'est fort, elle fait un moonsault, elle enchaîne sur un autre moonsault. Seulement c'est vachement dépendant de la personne qui est avec elle. Et j'ai trouvé qu'il était un poil botché la fin avec Tony Storm. Du coup, c'était un peu dommage, mais ça rend bien. Non, sinon vraiment sympa. C'est parti hors ring, in ring, c'est revenu, c'est parti à gauche, à droite. Tony Storm a été plutôt efficace puisque c'est même elle qui fait le pin donc pour la fin. Moi, j'ai assez aimé. À la fin est un peu trop bisounours avec Tony Storm qui a pas posé son petit roico comme Alia, mais qui avait quand même les petites larmes aux yeux avec un grand sourire un peu béat qui était tenu par la main par Sacha Banks. Il faut qu'elle fasse gaffe. Enfin, il y a moyen de montrer qu'on est content sans aller non plus dans le voilà quoi. Sinon, je à chaque fois, à chaque victoire. Ouais, je trouve que ça en fait un peu too much quoi.
Mais sinon, Shotzi et Flair, il y a certainement un truc sympa à faire parce que l'alchimie y était. Banks, Storm un peu moins, même si ça a marché. En tout cas, un opener de 20 minutes en tag team avec les filles, et puis du lourd quand même, avec aucune qui a été vraiment très très en dessous. Moi j'ai bien aimé. Voilà. Donc content de cet opener, tonton. Alors, mon bon ringside. Ouais, gros opener pour les filles avec pas mal de talent quand même entre les cornes, hein, entre la championne, l'immense Sasha Banks et son cosplay de Spider-Man là. Je crois que c'est pas la première fois qu'elle met ce costume là. En tout cas, ça a fait mouche. C'était super populaire. Les deux nouvelles, la Toni Storm et Shotzi, c'est peut-être celles qui ont le plus de talent, je trouve, dans les nouvelles arrivées. Alors Shotzi, si mes souvenirs sont bons, elle tourne heel juste après le check-up là ou la draft. Elle a un match en équipe, je crois, où elle est avec Sasha Banks. Ou alors elle a une rivalité avec Charlotte où elle est face et elle perd le match à cause d'une intervention de Sasha Banks et du coup elle se retourne contre Sasha Banks et depuis c'est pour elle ça est heel. que c'est pour ça qu'au Survivor Series elle avait cherché les crosses Sasha Banks pendant tout le combat, pendant tout l'elimination match quoi. Et voilà, Shotzi, elle a le look. Il y a encore un peu de travail dans le ring, surtout pour des multi-woman tag là où Toni Storm aussi. Où on sent qu'il manque un peu de. Et c'est surtout une histoire de timing. J'ai l'impression. Je pense qu'elles n'ont pas beaucoup l'habitude de faire des matchs à plusieurs comme ça, hein, parce que quand elles sont dans l'indie, généralement c'est des matchs 1 contre 1. Alors il y en a eu un petit peu à NXT, je suppose qu'elles ont dû. Mais même Toni Storm, elle n'était pas beaucoup à NXT non plus, donc voilà, je pense qu'elle manque encore un peu de pratique sur ce type de match. Hein. Dans les interviews, les catcheuses et les catcheurs expliquent souvent que c'est pas ce qu'ils préfèrent, hein, faire les multitags et les trucs comme ça. Mais bon, on voit déjà qu'elles ont un bon niveau pour ce qui est d'exécuter les prises et tout ça. Et les prises de risque sont là. C'est autre chose qu'une Dana Brooke ou que les Iconics, quoi, ou qu'une Carmella, quoi. C'est vraiment des catcheuses les deux là. Shotzi, elle a de toute façon son look, son apparence, donc ça fonctionne à chaque fois. Et Toni Storm, moi, elle m'épate, hein, depuis qu'elle est arrivée. Elle est très bonne au micro. Voilà, va juste falloir qu'elle adapte un petit peu son style au mode WWE. Après, elles sont toutes les deux un peu plus petites que les main eventeuses. Donc ça peut toujours poser un petit peu problème, mais on voit qu'elles peuvent faire des bonnes choses et puis on voit qu'on peut compter sur elles pour un opener qui dure 20 minutes. Ça a emmené la foule de Chicago. Il y a quand même eu un chant CM Punk, je crois, à un moment donné, mais c'était peut-être pas dans ce match. C'était pendant ce match-là, hein, je sais plus. Je sais pas, mais je l'ai entendu, ouais, effectivement. Mais bon, après on est à Chicago. C'était pendant le segment avec Matt Capos et Corbin. Ah oui, bah oui, bon, c'était mérité alors à ce moment-là. Ouais. Voilà, non, mais pour un opener, c'est super cool. Voilà, on voit qu'elles se donnent quand même les filles et c'est remarquable quand même. Ouais, bah écoute, je suis assez d'accord avec votre analyse commune. Clairement. Et la prise de finish dont tu parlais. Ah oui, alors oui. C'est un roll-up modifié, hein. Non mais ouais. Ce sort ce nom là, mais. Non mais moi j'ai adoré le nom dans Fightful Wrestling. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai dit non mais sérieux, il donne un nom comme ça, un roll-up quoi. Ouais. Parce que c'est pas à moitié botché. C'est la classe quoi. Bridging O'Connor Roll. Ah c'est la classe. Du célèbre catcheur O'Connor. Ah bah ouais non mais moi ça. Ah non mais là non. L'utiliser, c'est l'adopter, quoi. Donc voilà. maintenant, voilà, quoi. Je vais dorénavant le Bridging O'Connor Roll. Ça va être mon nouveau gimmick, ça. Bon, en tout cas, je vous rejoins sur à peu près tout. Je vais pas m'éterniser. J'ai trouvé que c'était un très bon match. Je trouvais que c'était sympa pour Shotzi et Toni de partager le ring comme ça avec les deux patronnes un peu. Je sais pas, c'est un petit peu comme si Dominic Mysterio et Austin Theory partageaient le ring avec Randy Orton et John Cena, quoi. Voilà, c'était pour moi c'était exactement ça. Donc c'était une espèce de baptême du feu pour les deux nanas. Et du coup, ça nous a donné un beau match. Ça botche un peu. Shotzi comme Toni d'ailleurs. Hein. Et Sacha, comme elle a un catch au risque, et par moment des fois ça botche un petit peu, mais Sacha on le comprend plus facilement parce que Sacha elle tente des trucs. Je pense franchement que c'est certainement l'une de celles. Moi elle me fait penser à Daniel Bryan en fait, Sacha Banks par moment quoi.
Pour, Ouais. c'est- Ça m'a toujours fait penser à Rey Mysterio, moi. Ah, Rey Mysterio, ah ouais, Mm. pas mal, ouais, le rapprochement est pas mal aussi, ouais, mais je trouve que sur plein d'aspects, elle a un gros moveset, un gros arsenal, Mm. elle s'adapte selon les adversaires, et je pense que c'est super bien pour les deux jeunes d'avoir pu bosser avec une Sasha Banks et puis une Charlotte, bon, Charlotte, là, c'est la patronne, quoi, y a rien d'autre à dire, hein. Donc de toute façon, elle, on cherche pas à savoir si elle a été performante dans le ring ou pas, puisqu'elle l'est de toute façon. Donc effectivement, un match de 20 minutes pour les femmes en ouverture. Bravo mesdames, mission réussie. Allez, on retrouve backstage où on va avoir une espèce de gang de babyface là, qui est en train de chanter pour le King Xavier Woods avec en première ligne un magnifique chevalier blanc. On l'appelle le chevalier blanc, Nakamura, le gros feignant. Oh là là là, donc le Nakamura, ça sera à peu près, ça sera même d'ailleurs la seule chose qu'il fera de sa soirée, hein, Nakamura. Mm. Il avait quand même le titre intercontinental autour des hanches, hein, Oui. mais donc il était là pour acclamer le King Xavier Woods, qui va les remercier bien évidemment, qui va leur tendre la main pour embrasser son auguste mimine. Là-dessus, c'est Reebok qui va lui faire un bisou, mais avant que ça puisse commencer, les Usos vont arriver. Remettre un peu l'église au milieu du village, quoi, leur dire bah, c'est bon que Woods là il a l'air vraiment d'une blague, quoi, et que Xavier leur rappelle quand même la raclée royale qu'il leur a infligée la semaine dernière et qu'il va les battre à nouveau ce soir, et qu'à Day One ils deviendront les nouveaux Tag Team Champions. Alors ça serait très très fort, hein, parce que ça serait le 12e titre pour les New Day, quand on sait que les Usos en sont au 7e titre eux, de leur côté. Donc là on a les deux plus grosses équipes, hein, messieurs, des 12 dernières années, des 10 dernières années, on va dire, à la WWE. Et bah, c'est reparti pour une rivalité à nouveau. On va finir la fin d'année dans une rivalité New Day, Uso. Ouais, Inside. ouais. Ah bah écoute, moi ça me va, hein. C'est bon, c'est du déjà vu, du déjà revu, mais pour l'instant je vois pas d'équipe qui sont susceptibles de leur arriver à la cheville. Alors ouais, il faudra peut-être donner un jour un petit peu plus d'exposition à l'Alpha Academy peut-être, ou essayer de concrétiser le truc avec les Street Profits. Mais bon, tout ça se passe à Raw. Là, il n'y a pas grand monde dans la division tag team de SD. Après, c'est les Viking Raiders. Moi, je pense qu'ils ont fait leur temps quand même. Je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut en faire, sauf si on essaye de bouger un peu la gimmick. Et puis le reste, on va le voir après. Il y a Jinder Mahal et Shanky. Ça, je vois pas trop ce qu'on peut en faire. Donc autant donner du temps d'antenne aux deux meilleures équipes, hein. On aura un match dans la soirée. On va vite voir ce que ça donne. On va en reparler un peu plus tard, mais Géliel, toi, pareil, quoi, tu valides cette fin d'année de Noël, là, cette période de Noël, avec une petite rivalité Uso New Day. Clairement, parce que on sait qu'in ring, on va se faire plaisir, quoi. Et en fait, le problème, c'est que s'ils ont autant de titres, c'est en creux, ça rappelle aussi la vacuité du reste du roster tag team, alors que ce soit SmackDown ou pas, parce que de toute manière, il y a eu du draft, mais ils ont du mal à construire des vraies équipes tag team qui valent la peine. Ils en ont construit 2-3, ça suit pas, puis après ils les cassent. Des fois sans raison, donc ils ont du mal, quoi. Ils ont vraiment du mal, quoi. Et du coup, moi, ce que je trouve dommage en plus, c'est que l'écart se creuse, quoi, entre des New Day, des Usos qui se connaissent, Ouais, par l'écart cœur, se creuse. et par rapport à des nouvelles équipes qui ont besoin de travailler encore, bah, c'est dur. Et quand tu les fais finalement affronter les Usos ou les New Day, bah, tu fais putain, les gars, ils sont nuls en fait. Et c'est pas qu'ils sont nuls, c'est qu'ils ont juste 10 ans de retard d'entraînement ou de match derrière eux, quoi, en fait. Ouais. Et c'est compliqué. Je trouve ça compliqué. Au backstage. Oui, pardon. Non. Donc je suis content qu'on ait ça en dessert ou en entrée, hein, je sais pas, on verra comment. Hein. On va en reparler tout à l'heure de toute façon. Dernier petit segment backstage avant de retourner entre les cordes. On aura Natalia qui va être interviewée après avoir regardé un peu le récap de la semaine dernière avec ce qui lui est arrivé. Elle a eu quelques bricoles avec Xayali qui a essayé de lui décrocher la mâchoire à coups de pompe, et donc du coup elle a pas aimé. Alors de quoi, qu'est-ce qu'elle va nous parler, Natalia? Elle va nous parler de la legacy, elle va nous parler de son héritage, que c'est elle qui a le plus de matchs dans l'histoire féminine de la WWE dans les pay-per-view. Elle va un peu botcher d'ailleurs à ce moment-là, parce que elle va se botcher sur le 68 qu'elle va pas réussir à dire, et que du coup elle va zapper. En l'occurrence, c'était donc 68 matchs qu'elle devait dire dans sa promo normalement, mais elle l'a loupé. Et elle va se moquer un petit peu de Xayali qui a eu l'audace de l'attaquer et de se dire une protectrice. Elle va lui péter la gueule, ouais. Donc pas ce soir à SmackDown, parce que Xayali, elle est pas là ce soir. Mais Natalia, ça n'empêche pas d'être la meilleure de tous les temps. Donc
Bah écoutez, je pense que là c'est assez facile. Tout simplement, Xayali, toute fraîche arrivée dans le main roster, va être lancée contre un vétéran, contre une vétéran, en l'occurrence Natalia, pour sa première feud. C'est à peu près ce qui va se passer, GLL. Oui, ouais, c'est ce qu'on sent. Après, bon, ouais, c'est la première, on verra ce que ça donne. En face, il y a une workeuse vétéran. Voilà, ça peut pas. Enfin, je pense qu'ils ont maximisé les chances pour que ça rate pas, quoi. Voilà, il y a peu de chances que ça botche, il y a peu de chances que ça merdouille. Alors, ça va peut-être pas être génial, mais en tout cas, voilà, ça fera une entrée en matière correcte pour Xayali, quoi. Feud de mid-card, de toute façon, feud de mid-card féminine, mon bon ringside. Ouais, il faut y aller doucement avec Jayali de toute façon. Natalia, c'est l'adversaire parfait, je pense. Maintenant, j'espère juste qu'ils vont la construire un peu fort, Xayali, parce qu'avec tout l'habillage qu'ils ont fait autour, les pouvoirs magiques et tout ça, faut qu'elle soit bookée comme costaud. Si elle commence par se prendre des hits assez longs face à Natalia, j'ai peur que au niveau ça douche un peu l'intérêt du public. Donc attention quand même. C'est bien de l'envoyer contre une vétéran comme ça, mais il faudrait quand même qu'elle s'impose face à Natalia, qu'elle l'utilise un petit peu comme marchepied, comme paillasson. Faut pas avoir peur de faire perdre Natalia de manière expéditive parce que ils feront jamais plus rien de nouveau avec Natalia. Je pense qu'elle a fait aussi le gros de sa carrière. Maintenant, elle est là pour mettre en avant les nouvelles, quoi. Je rejoins complètement ton expertise. C'est à peu près comme ça que je l'imagine. Limite, j'aurais même limite aimé que Xayali débarque en heal. Ils ont fait le choix, clairement, ils ont fait le choix pour le marché chinois. Hein, là, je te l'annonce de toute façon, parce que c'est annoncé en grande pompe. C'est justement une fierté pour la WWE de présenter Xayali comme une babyface à SmackDown et tout ça. Voilà, tu vois, on va chercher un peu du ratings à Pékin. Ouais, qu'elle avait pas tapé sur un sharpshooter la semaine prochaine. Non, il n'en est pas question. Mais moi, je trouve que c'est parfait. C'est une rivalité de mid-card pour commencer avec une workeuse chevronnée et c'est une bonne chose. Donc, écoute, on va voir la suite. Allez, on aura un petit Raw rebound parce que dorénavant, ça se passe à Raw, d'ailleurs, de l'autre côté avec le SmackDown, je sais plus quoi. Donc, on a un récap de Raw. Et derrière, on en a parlé un tout petit chouille tout à l'heure, c'est la Tag Team Division masculine cette fois-ci, et deux équipes que moi, alors là, j'avais carrément oublié qu'ils étaient à SmackDown, parce que en fait, je vous l'avoue, tout de suite, avant même de parler de quoi que ce soit, ça a été ma première réaction, ça a été ils sont à SmackDown, ces quatre-là. Ah, mais ouais. Moi, je me demandais s'ils n'avaient pas fait partie de la charrette, pour te dire, j'étais encore au niveau d'après. Moi. Ah ouais, toi, t'étais passé au niveau supérieur, effectivement, quoi. Ouh, j'aimerais pas avoir GLL en patron des ressources humaines. Alors, on va avoir donc Viking Raiders en babyface, et Jinder Mahal et Shanky, qui ont donc laissé leur ami Virman. Alors, je vous recommande d'aller écouter notre review de Monday Night Raw, puisque nous avons fait un petit chapitre Virman, qui, ma foi, était assez sympathique avec le patron, et je vous recommande d'aller écouter ça. En attendant, écoutez, les amis, ils vont nous donner un petit match de 5 minutes, un petit match tag team qui mange pas de pain. Eric va taper Mahal, Shanky va taper Ivar va taper Mahal, Eric va taper Shanky, c'est comme ça que ça va se passer. Et puis Jinder, il va même mettre un gros coup de genou à un moment, ça va pas bien se passer, il va pas être content, et Shanky va rentrer, et alors Shanky, cet homme est long, c'est-à-dire long dans le sens basket du terme, quoi. C'est-à-dire, il a des bras, mais immenses, avec des grosses paluches, et il va taper Eric très très fort à grands coups de poing, et moi j'avais mal en fait pour Eric. Et il va lui mettre un lariat que moi non plus j'aurais pas aimé prendre en fait. 2m16 Shanky, pour rappel. 2m16 Shanky, il fait quand même la vache. En fait, je me disais qu'il était très très grand, mais j'arrivais pas à vraiment parce que Jinder Mahal est grand aussi, quoi. C'est pour ça. En fait, je suis allé voir parce que Jinder Mahal était déjà grand, il fait 1m96 et l'autre faisait une tête de plus, quoi. Mais ouais, c'est clair, ouais. Et du coup, ça va être assez équilibré. Les Viking Raiders vont avoir aussi leur passage, mais les Heels s'en laissent pas compter. Shanky va avoir une entrée vraiment importante, quoi. Et puis finalement, les guerriers vikings là vont réussir à avoir le dernier mot. Eric va réussir à placer son genou. Ils vont faire une petite dédicace à Rikishi au passage. Finalement, Ivar va monter sur le turnbuckle. 747 splash d'Ivar sur Shanky. Victoire des babyface. Mon bon
ringside, donc j'ai eu la sensation que tu as eu la même sensation que moi. Tu t'es dit, ah, ils sont à SmackDown, ceux-là. Ouais. C'était la redécouverte des Viking Raiders. Et puis en plus, je crois qu'ils lâchent l'arrivée des Viking Raiders. Et seulement après, ils mettent le récap d'Euro. Et après, il y a la pub. Et après, on revient sur les Viking Raiders. Et on n'a même pas l'entrée des Indiens. Et on n'a pas encore l'entrée des Indiens. Les Non. Indiens, ils arrivent après encore. Ouais. Donc c'était super long avant que le match commence. Bon, après, le match n'était pas phénoménal non plus. Moi, j'aime pas du tout Shanky. Voilà, il a une tête qui me revient pas. Donc j'ai vraiment pas du tout été passionné par ce match. C'est bien quand même qu'il y ait une victoire pour les Viking Raiders. Bon, après voir la suite s'ils vont faire quelque chose de ces gens-là ou si ça va juste traîner en fond de carte comme c'est le cas là. Bon, il faut des passages comme ça dans l'émission, mais il y a aucun des quatre pour qui je vois un grand avenir. Donc voilà, j'ai vraiment du mal à m'enthousiasmer pour ce genre de choses. Pareil, hein. Pareil, les deux Viking Raiders. Alors, j'ai du mal à partir là-dessus. Je trouve que Jinder Mahal peut faire beaucoup plus en vrai méchant, en vrai. Il a le talent pour faire plus. Il est sous-utilisé. Shanky, je suis pas encore convaincu. Ça fait partie des grands machins. Alors, il est un peu plus mobile qu'un Homos, qui pour moi correspond à pas grand-chose. Même si je n'irais pas lui dire en face, évidemment. Il ne m'entendrait pas de toute manière de là où je lui dirais. Mais en tout cas, voilà, je suis pas convaincu. Je trouve que le truc n'apporte rien, n'amène rien, à part effectivement nous rappeler qu'il y a ces quatre-là qui sont dans SmackDown. Et puis je regrette que Jinder Mahal, qui je pense peut faire plus, soit sous-utilisé comme ça. Voilà. Ok. Oh, bon, écoute, là on est dans la mid-card, low-card de la tag team division, quoi. Quand on en arrive à un point où on se rappelle même pas que les mecs sont dans ce roster-là, c'est que ça va pas bien pour eux, quoi. SmackDown a un peu souffert de la draft, hein, quand même, au niveau du roster. Hein. Ils ont les top main eventers, le top guy, mais alors le reste c'est un petit peu délicat quand même. Ouais, c'est un peu plus compliqué, effectivement, ouais. Donc un match oubliable. Allez, on aura un petit segment backstage pour nous rappeler ce qui s'était passé la semaine dernière avec Drew McIntyre qui avait enfoncé donc son épée en travers du bureau d'Adam Pearce, et Happy Corbin et Madcap Moss avaient volé le bureau. Du coup, ils sont à nouveau avec le bureau en direct live à la télévision américaine avec toujours l'épée coincée dedans. On va voir ce que ça va donner pour la suite. En attendant, il va y avoir juste un petit switch parce qu'avant on va avoir Paul Heyman qui va être là pour ouvrir la porte d'une bagnole en espérant saluer son chef de tribu, mais manque de chance, c'est Brock Lesnar, notre ami canadien qui en sort. Et du coup, Paul, il admet à Brock qu'il s'attendait plutôt à Roman, quoi. Et Brock lui souhaite juste un truc un peu good luck avec une grosse, une tronche de Paul Heyman pas possible, quoi. La suite des événements pour le main event s'annonce assez velu. Allez, on revient au Happy Talk, puisque c'est donc bien le cas. Happy Corbin et Madcap Moss sont là pour nous accueillir avec le bureau, avec l'épée. Ouais, les gars, je sais, hein, c'est une catastrophe. Hein. Corbin, il nous dit qu'il est heureux cette semaine, que voilà, que l'épée, l'épée de Drew McIntyre, c'est quelque chose de très cher, c'est une espèce de porte-drapeau. Alors c'est là, hein, les fameux chants CM Punk vont commencer à s'élever, parce que ça va durer pendant. Je crois, j'ai regardé, ça a duré, 4 minutes consécutives dans lesquelles ils parlent. C'est long. Hein. Ils font des jokes dont tout le monde se fout, le public s'en fout. Finalement, les chants CM Punk part. T'as McAfee qui essaye de sauver le truc, mais même lui, il y arrive plus, quoi, au bout d'un moment, quoi. Et finalement, ils vont essayer de retirer l'épée du bureau un peu à la Excalibur. Ils vont pas y arriver. Heureusement, le psychopathe écossais va débarquer parce que sinon, j'ai cru que ça allait jamais arriver. Mais c'est finalement arrivé. Le bel homme est là. Il va tabasser les heels. Il va récupérer son épée qu'il va tenter de balancer sur Happy Corbin, hein, d'ailleurs. Mais il va finir par blesser quelqu'un, hein, le bel homme, avec ça. Hein. Et finalement, Moss va tirer son pote hors du ring. Messieurs, voilà, alors là on était et pourtant, hein, Dieu sait à quel point j'aime le bel homme, mais alors là, comme on était dans le fond du fait-tout, mon Géliel. Ah bah c'est de la merde. Ah bah ouais, non, mais là, là, malheureusement, même mon enthousiasme le plus primaire n'arrive pas à passer au-dessus de ça. Ah ouais. Du début à la fin, c'est de la merde, quoi.
les blagues, faut vraiment arrêter, c'est gênant, mais c'est un niveau de gênance absolue. Le gars qui essaye d'arracher l'épée à deux avec dans un truc en carton, enfin on n'y croit jamais une seule seconde. Après McIntyre qui arrive, qui se barre, enfin ça n'a aucun intérêt, ça ne construit rien. On n'imagine pas une seconde qu'ils vont aller se battre contre McIntyre. Enfin je sais pas, ça n'a aucun intérêt. Voilà, ça bouffe du temps, c'est affreux. Voilà. Ouais, c'est long. Bouffe du temps de cerveau sur la rivalité Corbin-McIntyre. Ouais, bah je disais que voilà, la draft, ça avait un peu plombé SmackDown à un certain niveau. Bah par exemple là, même si je crois que Corbin était déjà dans le coin avant la draft, mais ouais, parce qu'ils ont quand même Ricochet, Mustafa Ali, Mansour qui traînent dans les vestiaires. Hein. On pourrait leur donner du temps d'antenne à eux plutôt que aux deux abrutis là. En plus Corbin, McIntyre, je crois que c'est du déjà vu. Enfin, vraiment aucun intérêt, c'est mal fait. Alors je sais pas qui écrit ça, mais il faut qu'il arrête quoi. C'est nul, c'est nul et puis bah on espère que ça va se terminer à Day One et puis que ça va pas continuer, puis je sais pas qu'il fasse autre chose avec Corbin et Moss là ou alors dans des trucs vraiment beaucoup plus courts parce que là c'est pas possible hein, de les mettre au milieu du ring et de tenir je sais pas, ça va bien durer 10 minutes toute cette merde là. Il faut s'accrocher quand même, il faut s'accrocher. Et puis il est temps que McIntyre y revienne un peu sur le devant de la scène, donc je sais pas, que tout ça soit très rapide, que ça se termine à Day One et qu'on passe à autre chose. Oui, voilà, j'en aurais pas beaucoup plus à dire. Effectivement, c'était très 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 mauvais. Voilà, attristé de voir Drew McIntyre dans un truc pareil. Comme toi, avec ça, je ne comprends pas avec le monde qu'il y a dans le vestiaire que Corbin réussisse encore à choper de la lumière. Ouais. J'avoue que ça, moi, ça me sidère. Hein. Bon, je veux bien qu'il y ait des avocats de barons, hein, mais très franchement, moi, de mon côté, ça passe pas. Et là, alors là, je crois qu'il est dans le pire du pire de ce qu'il a été depuis le début. Je crois que je préférais le corporate baron ou je sais pas quoi. Ouais. Mais là, ou même en tant que King Corbin. Mais là, franchement, alors là, non. Et puis Madcap Moss, mon Dieu, parce qu'on parle de Corbin. Mais là, je crois que je crois qu'en plus, ils ont trouvé plus mauvais encore. Donc là, vraiment, Madcap Moss, mais c'est une catastrophe. Le gimmick est insupportable, hein. Insupportable, quoi. Vraiment. Ouais, dans le mauvais sens du terme, hein, c'est pas. Et puis le gimmick, il faut qu'il colle avec le mec et avec un peu le charisme du mec, un peu. Et là, c'est pas le cas. Là, on est à côté de la plaque, quoi. Donc non, vraiment. Au final, non, c'est non. Voilà, c'est tout simplement. On ne sera pas sauvé. Au grand dame du patron IRM, on est obligé d'enterrer Corbin. En plus, ce que je trouve con, c'est que ils ont envoyé 2 fois des petites pistes là, où quand Corbin avait viré Matt Catmos sur de la Battle Royale, et puis là, quand il lui avait aussi, il l'a envoyé en combat contre je sais plus qui la semaine dernière, je crois. Y a moyen de semer peut-être un truc où finalement ils sortiraient tous les deux de leur gimmick de merde ou de blague à la con pour qu'ils se foutent un peu sur la tronche et qu'on revienne un peu à du catch, parce qu'en plus les gars ils catchent pas quoi, en plus d'être insupportable. Et ils avancent pas trop sur alors on n'en ferait pas grand chose hein, mais ce serait quand même déjà un peu plus que raconter des blagues avec des jeux de mots en anglais qui sont à chier par terre. Enfin vraiment en sortir quoi. Donc je sais pas ce qu'ils veulent en faire. Ouais, je ne saurais en dire plus. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Le pire, c'est que ils vont être sur la carte de Day One. On va avoir, ça se trouve, un Happy Corbin versus Drew McIntyre à Day One dans le cadre de cette feud, quoi. Manquerait plus qu'une défaite de McIntyre, tu sais, avec Corbin, et puis après, c'est reparti pour un tour. Allez, feu d'artifice. Attention. Allez. Tiens, en parlant de ça, si vous savez pas quoi faire, je fais une digression absolument de n'importe nawak. Je me suis refait le petit main event dans l'espérance de la venue d'un certain catcheur français masqué. Je me suis refait le main event de Quality Over Quantity 2021 et vraiment un gros match quoi, avec Valek Cuervo, Tristan Archer, Senza Volto et Mike D. Et je vous conseille ce match, un Fatal 4-Way de fort bonne facture, ma foi. Allez, on revient à la WWE. Et on revient sur le ring. Et là, cette fois, c'est Sheamus qui apparaît. Et qui apparaît avec son nouveau pote, Ridge Holland. Donc, ma foi, 2 fort beaux gabarits qui débarquent. Et qui va affronter Ridge Holland ? Eh ben, c'est Cesaro.
Alors ça va être un match vraiment expédié, hein, ça va durer moins de 3 minutes. Sheamus va en profiter, va faire une distraction. Hollande va mettre un coup avec sa barre, avec sa matraque. Et Cesaro va se retrouver à terre. Notre arbitre national, Charles Robinson, va vouloir s'occuper de lui. Hein. Du coup, Cesaro, il va avoir les côtes bandées, mais il est toujours prêt à en découdre. Donc, il va y avoir quand même bagarre. Mais Hollande va prendre le contrôle du fait de l'avantage de Sheamus, en plus, qui arrête pas de parler à Cesaro, etc., qui essaie de lui mettre la pression en permanence. Cesaro va réussir à faire quand même une belle back suplex à l'anglais. Finalement, uppercut dans le coin, coup dans le dos, un gros coup dans les côtes, va renverser notre Superman suisse. Un gros lariat quand même de réponse du Cesaro, mais ça va envoyer Rich par-dessus la barrière d'insécurité. Derrière, il va y avoir un European uppercut de Cesaro, mais finalement, Sheamus va venir foutre le bordel, Sheamus va venir interférer, Sheamus fait de l'ingérence dans ce match, et finalement, Hollande va cogner notre ami Cesaro aux côtes, va le soulever avec une pelle ou je sais pas quoi, et quel est le nom de son finisher de ce garçon, tiens d'ailleurs c'est je trouve l'info en même temps que je que je le dis. Finalement, Ridge Holland va placer son Emerald Flowzone. 1, 2, 3, victoire de Ridge Holland. Ridge Holland et Sheamus se foutent de la gueule d'un pauvre Cesaro qui est en bas de l'apron en train de souffrir sa mère. Et là, franchement, moi j'étais un peu triste à la fin de ce segment, je vous le dis tout de suite. Et je sais pas si vous étiez dans le même état d'esprit que moi, mon bon ringside. Tu parlais du finish de Ridge Holland. Son finish, c'est un power slam, quoi. Ça, voilà. Donc, alors, déjà que le mec... c'est ça. Ah, mais moi j'ai décidé de faire des trucs compliqués, toi tu fais des trucs simples, donc comme ça c'est bien, c'est complémentaire. On n'a pas la même, le même résumé, je crois, sous les yeux. Alors, Ridge Holland, déjà qu'il a pas de personnalité, qu'il a un gimmick pourri avec sa matraque, si en plus il a pas de finisher, je sais pas où on va aller avec lui, hein. Donc va falloir bosser un petit peu le personnage. Effectivement, c'est triste pour Cesaro. Maintenant, ça fait partie de l'histoire racontée, donc il est quand même légèrement protégé puisqu'il se fait casser les côtes avant le match par Ridge Holland en traître à coup de matraque. Là, faut bien que la matraque elle serve à quelque chose plus qu'à ce qu'on imaginait jusqu'ici. Moi, le truc, c'est que je crois pas du tout en Ridge Holland, hein, malheureusement. Donc, ça me paraît encore être un peu une perte de temps. Il faut au moins, au minimum, trouver lui un finish, quoi, une powerbomb ou un truc comme ça, qui soit un peu. Là, il était un petit peu plus cool dans le ring. À la fin, il souriait et tout. Il y a un peu de personnalité qui transparaît parce que jusqu'ici, il avait toujours le visage fermé. Il avait l'air quand même pas mal coincé du cul. Là, il commence à y avoir un petit peu de vie. Maintenant, finissez de construire le personnage avant de l'envoyer à la télé, quoi. Au moins un finisher et puis une gimmick un peu plus aboutie que le mec qui vient avec une matraque, quoi. C'est un peu. Alors ok, c'est le fan de Sheamus, mais je sais pas si c'est un truc vraiment qui va faire accrocher les gens. Bref, le mec a le physique, essayer de construire quelque chose autour de son physique. Là, c'est un peu léger, quoi. Puis on aimerait voir Cesaro dans autre chose que ça. C'est pas vraiment le gars encore qui est là pour mettre les autres over. Chez Cesaro, il y a peut-être d'autres choses à faire, hein. Notamment il y a le titre intercontinental qui traîne. C'est un peu du gaspillage de talent, un peu pareil pour Sheamus. Je veux dire, s'ils sont là tous les deux juste pour essayer de construire Ridge Holland alors qu'ils font rien pour le construire au final, à part le foot au milieu des deux, tout ça ne me paraît pas la meilleure technique. Je vais prendre la main. Vas-y. Pour moi, pareil, hein, déçu effectivement pour Cesaro. Alors bon, il est toujours dans son rôle de worker, donc il bosse, quoi. Il y a pas vraiment de gros sujet. T'as raison, ringside. Après, Ridge Holland sort un petit peu du mode où il était le pet de Sheamus là, l'espèce d'animal de compagnie là. Il est un peu épais, mais on sent qu'il est pas fini. Il mériterait d'être un peu plus, surtout si c'est le pote de Sheamus, il devrait aller un peu plus à la salle. Il est très épais, hein, mais il fait un peu fat. Après, c'est un peu rapide. Puis, il y a eu plus de pubs que de matchs au final, je crois, hein, quasiment, puisqu'entre le moment où il se fait blesser et où quand il revient avec son bandage là. Ouais, bon, alors j'espère que c'est pour le construire petit à petit. Donc Cesaro y est passé, on va voir qui va être le prochain pour continuer à builder Ridge Holland. Voilà, j'ai pas l'impression que ça serve à autre chose.
On était contents quand même de ne pas l'avoir vu la semaine dernière. Au final, ils n'en avaient pas parlé du tout. Il Oui, était oui. de retour là. No show. No show. Bon, voilà. On le récupère cette semaine. Une semaine sur 2, je pense que c'est le bon. C'est garde alternée pour Ridge Holland. Oui, c'est ça. Seulement le week-end. Moi, ça m'attriste un peu parce que j'ai l'impression que toute l'histoire, la WWE qui nous bastine tout le temps avec l'histoire, bah voilà, The Bar, voir une espèce de rivalité comme ça un peu tombée du ciel avec Cesaro, Sheamus, tout ça. En plus, avec l'année qu'ils viennent de faire tous les deux quand même, quoi, malgré tout. Hein. Parce que c'est surtout ça qui me chagrine, moi. Alors j'imagine que ça se trouve Sheamus et Cesaro, peut-être que dans le local, ils sont super contents de bosser ensemble et que en fait c'est le kiff et tout ça. Hein, si tu veux, hein, je remets pas ça en question. Hein. Moi, je vois ça d'une perspective de kayfabe en tant que téléspectateur. Et je vois deux mecs qui ont fait une année de monstre, parce que tous les deux ont fait une énorme année, et tous les deux ont un historique incroyable en tant que The Bar et tout ça, ancien champion du monde par équipe et tout. Et voir ce truc-là avec ce Ridge Holland au milieu qui, finalement, comme vous le dites, tous les deux, de toute façon, est assez mièvre et n'a pas d'intérêt plus que ça. Bah c'est un peu dommage, je trouve que ça fait un petit peu finir l'année avec un peu de tristesse et puis au final on n'a pas eu de catch véritablement hein, voilà avec cette histoire de côte et puis voilà c'est un match qui aura duré 3 minutes enfin en plus il n'y aura même pas eu d'intérêt catchesque à voir Cesaro s'envoyer ou quoi que ce soit donc non, pour moi ouais, c'est passé un peu à côté là. Puis Sheamus et Cesaro pour moi leur place elle est dans le main event en fait hein, ou pas dans le main event au moins juste en dessous quoi. Pas là, c'est quasiment la fond de carte là, essayer de mettre over Ridge Holland, c'est plus leur place à Sheamus et Cesaro. Ils ont prouvé encore cette année qu'ils sont là pour faire le spectacle et que quand ils sont dans un pay-per-view, c'est les show stealers quoi. Donc ou qu'on refasse le bar et qu'on aille mettre voilà, du même monde carrément en au pire. Ouais, ils auraient tout à fait leur place. On refait une triple frite face aux Usos et au New Day, voilà, non, mais ça, c'est deux gars sur qui devraient être beaucoup plus haut dans la carte. Sheamus et Cesaro, ça a aucun intérêt de les garder là en bas, juste pour essayer de construire Ridge Holland, quoi. C'est du gaspillage de talent, c'est tout ce qu'il y a à dire. Et pendant ce temps-là, Nakamura, tranquille, sirote des piñatas. Allez, après la piñata de Nakamura, cette fois, on rejoint le ring pour retrouver... Ah non, on aura juste le dernier passage pour complètement clôturer et entériner la merde qui nous a été proposée tout à l'heure, puisqu'on aura quand même un angle où on verra Drew McIntyre qui est avec son épée en train de chasser Happy Corbin et Madcap Moss. Hein. Voilà où on en est. Hein. Et on va même terminer complètement. C'est pas la toute fin. J'allais terminer le segment en fait complet pour qu'on n'en parle plus hein, définitivement de cette affaire, puisqu'après ils vont se cacher dans un coin sombre hein, les deux Gugus quoi, pour donner une interview. Alors ça c'est pas mal ça. Donc du coup la lumière va s'allumer bien sûr, ils vont protester, la lumière s'allume, mais Happy dit quand même qu'il est heureux parce qu'en ce moment sa vie elle est bonne et qu'il peut regarder les gens ordinaires de haut et sourire et qu'il va rire comme ça jusqu'au nouvel an parce que Drew McIntyre va perdre contre Madcap Moss au premier jour. Donc on apprend non pas que ça sera Happy Corbin qui va affronter Drew McIntyre à Day One, mais bien Madcap Moss. Alors Moss il fait un peu la gueule, hein, mais il va tenter quand même de la garder un peu haute face aux potes. Mais voilà, c'est l'info de la soirée. Madcap Moss versus Drew McIntyre, Day One. Je sens votre enthousiasme, je sens comment vous êtes heureux d'apprendre ça. Ouais, moi je suis chaud bouillant. Hein. Au final, ils auraient juste pris le petit segment là. Voilà, hein, mais carrément, pour toute la truc quoi. Hein. Carrément. C'était le plus réussi du bordel. Les deux cons qui sont coincés qui sont cachés dans un endroit sombre, qui demandent à ce qu'on n'allume pas la lumière. Ça, j'ai trouvé ça marrant. Mais ils auraient fait juste ce segment-là, ça suffisait pour la soirée. Hein. Surtout qu'ils étaient vachement bien cachés, puisque la pauvre, c'est Megan Morant, je crois, qui les trouve en 3 secondes. Ouais. Bon, alors donc, c'était ça la deuxième partie de l'angle dont je parlais tout à l'heure avec. Baron Corbin, enfin Happy Corbin qui balance Madcap Moss dans le match contre, on voit la tronche qu'il fait. Il y aura peut-être, ce sera peut-être après qu'il y aura peut-être un split qui va être fait entre les deux cons et puis je sais pas, peut-être ça peut être intéressant. Première graine son plan. Ouais. Bon, j'ai pris la décision de ne plus parler de ces gens. Voilà. Alors Naomi est sur le ring. Naomi elle est flashy, Naomi elle met de la musique, c'est de l'ambiance. On est ambiancé, on est chaud, elle est au micro, elle est en pleine forme. Elle déclare qu'elle a amené sa liste de Noël. Ça fait toujours plaisir. J'espère que je suis dessus.
Eh ben non, en fait, elle apprend qu'il n'y a qu'une seule chose sur sa liste de Noël. Elle veut Sonya Deville en 1 contre 1. Elle nous explique que Sonya, elle a tout fait, sauf l'affronter en 1 contre 1, au point où on en est là, et que dorénavant, elle veut avoir le match, et veut avoir le match. Ce soir, là-dessus, Sonya Deville fait son entrée et nous explique que tant qu'elle porte le costume, elle est intouchable. Alors apparemment, ça doit être dans les règles à la WWE, d'ailleurs une charte, j'imagine. Mais bon, comme elle a une adversaire qui lui supplie de mettre la main sur Naomi, eh ben, elle a une amie qui va venir l'aider. Et la bonne amie, c'est qui? Grosse surprise. Grosse, énorme surprise. Ouais, Shayna Baszler. Shayna Baszler débarque. Shayna Baszler. Eh ouais. Le retour de Shayna Baszler, quoi. Eh ouais. Et donc Naomi, du coup, elle dit ouais, mais c'est super et tout. Moi, je vais me battre contre Shayna, mais après, je veux Sonya. Donc, Deville, elle nous fait tout un pataquès. On dit qu'elle va la battre tout de suite, machin, blabla, blabla, blabla. Baszler, finalement, elle attaque par derrière, coup de coude répété partout, dans la gueule, dans le genou, dans le ventre, DDT au genou. Alors ça, DDT au genou, ça c'est vraiment pas sympa. Sonya, qu'est-ce qu'elle fait? Ding, 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 ding. Elle ordonne que la cloche sonne. Hop, hop, hop. Un petit crochet du talon dans la gueule. Naomi se débat dans les cordes. Finalement, elle parvient à pivoter. Et elle va gagner avec son folding press. Ah, Naomi qui gagne. Bouh, Shayna, t'es pas belle. Voilà, en 30 secondes, messieurs. Voilà un grand match de catch. Victoire de Naomi. Mais Naomi, finalement, elle n'aura pas eu ce qu'elle voulait, puisque pour l'instant, elle n'aura pas réussi à mettre les papates sur Sonya Deville. Je pense que tu en es fort, Marie Géliel. Oui, parce que ça commence à devenir lourd, quoi. Mais vraiment lourd, quoi. Et en plus, quand vraiment en plus, c'était affreux parce que elle a commencé à dire oui, il y a quelqu'un qui arrive, j'ai quelqu'un en tête, etc. Se dire putain, un retour, un ça truc. va être. Ouais, t'as toujours un peu envie, quoi. Et là, non, Shayna Baszler, quoi, pour la 83e épisode, enfin vraiment insupportable, quoi, insupportable. En plus, non match, enfin tout est à chier. Vraiment. Non, mais Alors, vraiment. c'est bonne fête de Noël, peuple de catch-up. On vous a sorti un SmackDown de derrière les fagots. Ouais, il y a un moment donné, on a touché le fond quand même dans cet épisode du show bleu. Moi, je suis d'accord, c'est 0. Naomi, ça fait combien de temps qu'elle a 15 ans, elle sait toujours pas faire une promo. Sonya Deville, moi, j'en peux plus. Puis Shayna Baszler, voilà, elle a quand même un catch qui est quand même limité. Elle se fait battre en même pas. Ça fait 29 secondes, même pas 30 secondes le match. Tout ça sert à rien. On l'a déjà vu 12 fois le match. C'était un peu l'équivalent de Corbin, mais chez les femmes, quoi. Donc, moi, perso, ras la casquette. Aïe, 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 aïe. C'est Shayna Baszler, mais alors là, Shayna Baszler ou Sonya. Alors Sonya Deville, moi pas. Alors, moi j'aime plutôt bien Naomi, mais vraiment Sonya Deville. J'aime bien Naomi aussi, mais elle sait pas faire de promo. Je ne comprends pas comment Sonya Deville elle a réussi à s'en tirer avec ce poste de manager officiel. Ça, j'ai pas compris non plus. Parce que alors là vraiment là moi ça reste une énigme. Même Adam Pearce par moment ces derniers temps fait un peu n'importe nawak. Mais vraiment, Sonya Deville, ça prend des proportions là maintenant là. Et puis il y a vraiment là, cette rivalité Naomi, ça dure depuis. Parce que c'est pas comme si là ça durait depuis 2 semaines. Hein. Ça fait depuis septembre. Septembre. On est à la fin décembre quoi. C'est un truc de fou. Et non, ouais, c'est pas acceptable. Et puis Shayna Baszler, Shayna Baszler, voilà, elle fait partie des catcheurs avec qui voilà j'avais des doux rêves, j'avais des douces ambitions. Ouais, pareil, ouais. Tu vois, je caressais l'espoir de voir Shayna Baszler péter des gueules. Et quand elle est arrivée sur le coup, je me suis dit quand elle a pété la gueule, je le répète sans arrêt, mais quand elle a pété la gueule à tout le monde à l'Elimination Chamber, je me suis dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut booker Shayna Baszler. Et maintenant, Shayna Baszler, en fait, c'est soit le suppôt de Nia Jax, enfin feu Nia Jax, ou alors l'enforceur de Sonya Deville. Oh non. Mais moi, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que même elle y croit plus, quoi. Hors de forme, elle est pas hyper punchy dans ses promos, dans ses impacts. J'ai l'impression que même elle y croit plus, quoi. Je sens qu'elle se force, même son costume est pourri, là, la moitié maillot d'abeille, là, je sais pas ce qu'elle a été chercher, mais... Ouais, je sais pas, enfin vraiment, grosse déception encore du côté des filles, là, à se demander si c'est pas possible, je ne comprends pas. Tu peux pas l'utiliser comme ça en weekly, il faut que ce soit une attraction. Mais voilà, il faut que ce soit quelqu'un qui débarque comme ça et qui pète les gueules, comme il faisait un peu avec Marc-Henry à une époque, ou des trucs comme ça, c'est le monstre arrive et puis il va falloir battre le monstre, quoi. Et c'est comme ça qu'elle pas en weekly comme ça.
c'est comme ça qu'elle était bookée à NXT. Et Ouais, ça marchait du feu de Dieu, quoi. Il n'y avait pas de problème avec ça, quoi. Et ils avaient commencé, on va dire, sur les 6 premiers mois de son arrivée. Voilà, les 6 premiers mois de son arrivée, on a eu droit à une vraie Shayna Baszler. Depuis, on a le droit au fantôme de Shayna, quoi. Donc, c'est. Ouais, la reine de pique et tout, elle a complètement disparu. Enfin, c'est vraiment. Ouais, c'est. Encore une fois, là. Bon, les amis, on va avoir le dernier match de catch de la soirée, notre main event catchette. Donc c'était promis, chose promise, chose due. Les New Day affrontent les Usos pour la 1474e fois exactement depuis 2014. Donc vous imaginez un peu. On est dans une fourchette basse là, hein, puisqu'on est dans un match de 8 minutes 30. Où ils vont dérouler tout ce qu'ils veulent. Alors là, il n'y a pas de problème, hein, les 4 mecs là sont des super pros. En plus, ils se connaissent par cœur, donc fatalement, ça donne un match enlevé. Il n'y a pas de problème, vous avez toute l'ambiance qu'il faut dans un match entre les New Day et les Usos, sachant qu'en plus les Usos en tant que heel font le job à merveille. Kofi qui revient, qui a pas trop catché en fait ces derniers temps, hein, qui a été absent, qui a été en congé paternité, tout ça, qui est revenu peinard, qui me semble dans une forme un peu relative, mais pas toujours la banane aux lèvres, et puis prêt à s'envoyer à mort avec les Usos. Et donc c'est ce qu'ils vont faire pendant un peu moins de 9 minutes. Et je sais pas, c'est assez bizarre chez les Usos parce que j'ai l'impression qu'il y a Jimmy qui est toujours avec le sourire et tout, et puis on a de l'autre côté on a le main event Jay qui lui par contre est tout le temps en train de faire la gueule, hyper agressif, hyper Jay, on sent on sent qu'il y a une espèce de colère en lui en permanence, quoi, et il en veut particulièrement à Xavier Woods, hein, d'ailleurs entre lui et Xavier Woods ça va s'échanger de manière très stiff, quoi, et bon, il y a du rythme, et ça c'est cool, quoi, c'est toujours bien. Finalement, au bout du bout, après avoir tenté plusieurs signature moves, il va y avoir un Trouble in Paradise qui va être contré par Jay. Jimmy va réussir à coller un super kick pour un near fall. Finalement, le tag à Jay, mais cette fois, il n'a pas vu le tag Uso, il n'a pas vu Kofi. Mais s'il va revenir, Kofi va prendre l'avantage. Et les New Day, grâce à un Trouble in Paradise qui cette fois va passer de Kofi Kingston sur Jimmy Uso. 1, 2, 3. Victoire clean des New Day sur les Usos. Juste 15 jours avant Day One. Est-ce que c'est un indicateur pour le pay-per-view? Je ne m'avancerai pas jusque-là, mais par contre, peut-être que mes collègues vont tenter le fantasy booking. Mon ringside. Ouais, un retour des ceintures autour du New Day, c'est tout à fait envisageable, hein. Ils sont un peu le vent dans les voiles en ce moment. Moi, j'aime beaucoup Xavier Woods, hein, ce qu'ils en ont fait. Je trouve que c'est le meilleur King of the Ring depuis bien longtemps. Kofi, il fait toujours le taf. Là, on voit qu'ils sont incapables de faire des mauvais matchs quand même contre les Usos, hein, en 8 minutes. On peut pas dire de mal, quoi. On peut pas dire de mal d'un match comme ça, quoi. C'est impossible, t'as plein de near fall et tout, le public est à fond. Le match est spectaculaire, ça va à 200 à l'heure. Voilà, rien à dire, chapeau, on voit que c'est les patrons. J'ai l'impression qu'il y a aussi encore pas mal de choses à faire avec Jimmy Uso, qui me paraît bien à l'aise au micro. Tu vois, comme tu disais, Jay, le main event, donc c'est lui qui a eu cette période en solo, que justement quand Jimmy était blessé. En fait, je crois que c'est vraiment le moins bon des deux au micro. Et j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de choses à faire avec Jimmy, qui, je trouve, qui pète le charisme en ce moment, lui. Donc ouais, pour moi encore de ces 4-là, il y a encore plein de choses à faire avec, et ce match-là encore cette semaine, c'est basé sur rien, hein. Ils font une petite promo avant où les Usos disent on veut notre revanche ce soir, on s'affronte ce soir et puis on s'affrontera à Day One, puis on va vous battre, et puis bon, finalement ils perdent. Tout ça n'a pas grand sens, mais ça, du moment que c'est les deux meilleurs tag teams, c'est normal qu'elles s'affrontent, donc ça a un petit peu de sens par rapport à ce qui va se passer après, mais on en parlera. Voilà, bon, mais si c'est pour une ligne de dialogue dans la Suisse, pas non plus, voilà. Mais par contre, il y a un créatif qui a bossé comme un dingue. Il faut que tu places cette phrase à ce moment-là. Oui, tu sais, ça fera référence au moment où on avait dit que, etc. Mais oui. Ouais. Non, mais en tout cas, voilà, on voit que la ceinture elle est en bonne main. Dans le monde du catch à l'heure actuelle, je vois pas grand monde au-dessus des Usos et du New Day. Et c'est un des trucs, voilà, qui me fait kiffer SmackDown chaque semaine. Donc je peux pas bouder mon plaisir. C'était un très très bon match encore une fois. Pareil, on sent que les gars, en vrai, hein, ils pourraient catcher 8 minutes les yeux fermés tous. Ouais. Que ça rendrait le même match, quoi. Totalement d'accord.
Et donc ils se connaissent par cœur, mais ça va bien. C'est pas dans le copinage et compagnie. Les gars se balancent pareil. Je rejoins Rinsack sur Woods quoi. À un moment il fait un splash, mais on sent qu'il est. C'est pas normalement c'est. Il y a la descente de la cuisse là du haut de la troisième. Oui, c'est ça, c'est ça. Il monte à 3 mètres. Il est haut le gars, et il est haut. Hein. Et on a l'habitude de voir du Montesford faire des trucs comme ça hyper haut. Et quand c'est un Xavier Woods vachement plus trapu, plus nerveux, etc., qui monte là-haut, on se rend compte quand même qu'il est en grosse forme, quoi. Et puis il envoie du lourd en ce moment, quoi. Ouais, sinon ça s'enchaîne bien de tous les côtés. Ça fait plaisir à voir. Et puis bah écoute, même s'il pourrait y avoir 19-18, et ben on sera content du prochain match pour savoir s'il y aura 20-18 ou 19 partout. Et puis voilà, quoi. Et donc Day One, j'attends. Et puis même s'il y a une revanche la semaine prochaine, bah c'est pas très grave. Comme je disais au début, hein, le plus chiant c'est que on s'est obligé de se rabattre là-dessus pour voir du tag team de qualité, parce que à côté de ça c'est un peu mou derrière quoi. Voilà, c'est le seul truc que je regrette de les voir si haut quoi. Ouais, après c'est ça, hein, c'est vrai, on se lasse pas en fait de les voir catcher dans tout ce qui concerne entre les cordes parce que à chaque fois ils délivrent la marchandise. Et à chaque fois, c'est des matchs de super qualité. Alors évidemment, on s'en souvient pas plus que d'autres, etc. Mais ça reste dans la lignée en fait de cette rivalité qui est presque une rivalité légendaire. Enfin, je veux dire, quand vous regarderez des best-of en 2035 de la WWE, peuple de catch-up, et bah vous aurez droit à la rivalité Uso New Day de 2014 à 2025. Quoi. Voilà, ça sera dans les cartons des DVD de la WWE. Et ça, bah, ils ont rajouté quelques images à ce futur DVD. Donc voilà. On se souviendra à l'époque que c'était le retour de Goldberg en 2027 qui avait fait que la rivalité s'est arrêtée. Jimmy Uso contre Goldberg. Voilà. Goldberg père et fils. Donc voilà, donc les mecs, merci et puis bravo. Et puis cette fameuse petite phrase pondue par un mec avec des lunettes d'1m60 et de 45 kilos, elle va resservir à quelqu'un dont on va parler tout de suite puisque ça y est, on arrive. Alors on a juste une dernière petite info avant de rentrer dans ce qui va être le main event promotionnel. Puisqu'il y a Toni Storm, on nous apprend que Toni Storm aura donc définitivement une chance de gagner le titre contre Charlotte Flair et ça se passera la semaine prochaine. Eh bien non, ce ne sera pas pour Day One, ce sera pour la semaine prochaine. Ce qui sent mauvais pour Toni Storm au passage. Hein. Ouais, pas très bon pour Toni Storm. Ouais, j'aurais préféré voir ça à Day One aussi, perso. J'espère. Après, je sais pas, Charlotte, elle a l'air indéboulonnable quand même. À voir. C'est un peu rapide peut-être. C'est un peu tôt peut-être pour Toni Storm, ouais. Même si ça fait un moment qu'elle est dans le giron de la. Et dernière info que j'ai oublié de préciser tout à l'heure là dans le segment avec Adam Pearce, Sonya Deville et tout ça, c'est qu'ils ont donc annoncé à Sami Zayn parce que Sami Zayn était venu un peu pleurer et à juste titre parce que au moins Sami Zayn il fait plaisir, il parle du titre intercontinental, il parle des ceintures mondiales. Enfin voilà, il parle de Sami Zayn. Voilà, Sami Zayn, lui, il parle des titres en jeu à la WWE, quoi. Donc il évoque le titre intercontinental, le titre majeur, bref, il est là, Sami Zayn, quoi. Et du coup, Pierce va en profiter et va lui dire, tiens, titre intercontinental, ça tombe bien. Nakamura, il est aux Seychelles. Donc, écoute, ce que je te propose, la semaine prochaine, on se fait une petite baston à 12. Ouh, alors j'ai pas le line-up en tête, mais il y avait de la Tag Team Division là-dedans, parce que je crois qu'il y avait les Viking Raiders prévus dedans. Il y avait Shang-Chi et Jinder Mahal, donc 4 des gars qui étaient là. Il y a Ricochet, il y a Drew Gulak, et je ne sais plus qui. Si jamais vous avez l'info, vous me la dites au passage. Mais je n'ai plus en nom en tête. J'ai pas le line-up. J'ai pas en tête le line-up des 12 mecs. Mais au moins. Enfin, il se passe quelque chose pour le titre intercontinental. Voilà, il va y avoir un combat pour déterminer un number one contender. Et vivement que Shinsuke se fasse botter le cul. Allez. Ça, c'est quand même une des vraies bonnes nouvelles de ce SmackDown. Tu vois, si j'ai bien compris, c'est un gauntlet match de 12 Un gauntlet match, ouais. Un gauntlet match à 12. Je sais pas souvenir d'avoir vu un match comme ça à la WWE, parce que 12 personnes, ça fait beaucoup pour un gauntlet quand même. Hein. À 6, ouais, mais à 12, j'ai pas souvenir non plus. Hein. C'est énorme, hein. Visiblement, ça va être le match de la semaine prochaine, donc il y aura ce match-là et le championnat féminin, je pense que ça fera le show en entier. Alors, vous voulez le line-up ? Allons-y. Ricochet, Cesaro, Mansour, Eric, Ivar, Drew Gulak, Sheamus, Sami Zayn donc forcément. Sheamus, il y a Sheamus. Ouais. Jinder Mahal, Shanky, Angel et Humberto.
Pas Cario, hein, juste Humberto. Mm. Voilà. Et donc, ça fera 12 pour ce 12-man gauntlet match. Ouais, Il y a c'est un Sheamus. gauntlet, quoi. Ah, il y a Et Sheamus. donc, Il y a et Sheamus dans donc, l'histoire. le gagnant qui gagne effectivement un shot pour l'Intercontinental Championship. Wow. D'accord, ok. Sachant que ça a été enregistré, le SmackDown de la semaine prochaine, il est déjà dans la boîte. Hein. Donc il y a Ah déjà. oui, j'avais lu que ce serait pas en. J'ai fermé les yeux, mais j'ai déjà vu qu'il y avait déjà 1000 spoilers qui étaient déjà en route. Hein. Donc. Bon, on va regarder le suspense jusqu'à la semaine Donc, prochaine. Moi, je ouais, suis ouais. hypé là pour ce match. Je suis vraiment curieux de voir. Ah ce ouais, que ça va carrément, moi Mm. aussi, ouais. Donc, et puis je suis tellement pressé de voir le titre intercontinental changer de main et passer à autre chose là que donner. de toute façon là j'aurais été prêt à accepter à peu près tout, même un bras, une panty. Mm. Mais là, franchement, non, il fallait que ça s'arrête, quoi. Bon, allez, les gars, ça y est, on arrive à la fin. Alors, dans triple frite, hein, les amis, hein, c'est review fleuve, hein, vous avez l'habitude, hein, vous connaissez la procédure. Hein. Allez, on est au main event quand même en attendant. On a notre Paul Heyman qui est là, qui est dans l'attente, en fait, de la bagnole, puisque la première fois, c'était Brock Lesnar. Ben là, ça y est, c'est bon, Roman Reigns est bien là. Paul Heyman, ça va mal commencer, parce que Paul Heyman, il va vouloir ouvrir la porte à Roman Reigns, mais l'autre, il va sortir de l'autre côté. Rien à foutre. Il lui dit qu'on va aller directement au ring. On va aller sur son ring. Ils font leur entrée. Alors sous une bronca assez énorme et en même temps, je sais pas si vous avez entendu, mais il y avait beaucoup de gosses. J'ai eu l'impression à Chicago là, et il y avait une pop un peu à la John Cena de 2010 là, quand il y avait tous les enfants qui n'en voulaient, qui étaient dans la salle et qui faisaient du cheer dans tous les sens pour notre ami John Cena. C'était un peu ça. Finalement, Roman, il arrive, il se met au milieu du ring, il laisse la foule un peu chauffer comme il faut, quoi. Il est accompagné, bien sûr, des Usos, toute la Bloodline est là. Et là, il va prendre le micro et Roman Reigns va nous faire un Chicago. Et alors là, il dit juste ça. Chicago. Bronca monstrueuse qui démarre, etc. Il laisse passer, je pense, une trentaine de secondes. Et là, il nous balance un Acknowledge me. Et là, la foule, un truc de dingue. C'était alors avec le Paul Heyman qui le regarde quand même en voyant que il a l'air d'être dans le sérieux ce soir, notre Roman Reigns, et ça va être effectivement le cas. Après avoir demandé à la foule de le reconnaître, il va tout de suite enchaîner sur la fameuse phrase pour dire qu'il aime pas quand ses cousins perdent, hein, et qu'il vérifie avec Jay pour s'assurer qu'il le sait bien, Mais bon, c'est la famille. On peut traverser à peu près n'importe quoi parce qu'on est du même sang. Mais Paul, il se tourne vers Paul Heyman. Lui, il n'est pas de la famille. Il devrait savoir mieux que quiconque qu'il ne peut pas y avoir des gens qui lui manquent de respect. Parce que si on lui manque de respect, c'est toute la famille à qui on manque de respect. Et donc, du coup, il a quelques questions à poser, notre ami Roman Reigns. Et il va demander à Paul s'il peut toujours lui faire confiance. Voilà, il prend une semaine de congé. Il voit tout ce qui s'est passé à SmackDown la semaine dernière. Heyman, il lui a semblé vraiment bien louche dans cette affaire. Donc, il veut que ça soit clair. Est-ce qu'il savait que Brock Lesnar allait revenir à SummerSlam? Est-ce qu'il savait que Brock Lesnar allait être au Madison Square Garden? Est-ce qu'il savait que la suspension de Brock Lesnar allait être relevée? Et le plus important de tout, mon cher Paul Heyman, est-ce que t'es un conseiller spécial ou un avocat? Donc là, autant vous dire que Paul a fait 2 litres d'huile. Le costard est un peu poisseux. Il est un peu anxieux, notre ami Heyman. Il va mettre un peu de temps avant d'avoir chopé un micro parce que de toute façon Roman il veut pas lui donner le sien, donc il va être obligé de se tourner, aller prendre un micro au technicien. Il va revenir un petit peu transpirant. On a l'impression qu'il est à la limite de l'AVC, quoi. Roman il lui dit que bon, il veut la vérité, quoi, et que pourquoi il lui demande pourquoi il protège Lesnar, et là-dessus Heyman va lui expliquer qu'il ne protège pas Brock Lesnar de lui, mais qu'il protège bien Roman Reigns de Brock Lesnar. Là, derrière, on voit les 2 chiens, on se croit, c'est vraiment la meute. Hein. Il y a les 2 Usos derrière qui sont en train d'aboyer, littéralement, pas content. Reigns, il a beaucoup de mal à se contenir. On voit son visage, il a les mâchoires qui se crispent et tout ça. Et finalement, il va se tendre les bras et il va prendre Paul Heyman dans ses bras pour lui faire un câlin. Et il va dire à Heyman qu'il l'aime, qu'il remercie pour son honnêteté et ses 40 ans de service à la famille, et qu'il est viré. You're fired! Là-dessus, il va se tourner, faire mine de reprendre les cordes, et bam! Superman Punch dans ta gueule à Paul Heyman. Wouh!
Là-dessus, Roman, il en a pas fini, hein. Il en a pas fini. Quand même, on parle d'un sexagénaire là. Et il va demander au Uso d'aller chercher une chaise, puis une seconde, il bloque la tête de Paul Heyman là-dessus. La musique de la Beast Incarnate retentit. Brock Lesnar est dans la place, toujours dans sa magnifique salopette. Et puis bah là, ça va être boucherie. Hein. Bienvenue dans les métiers de la viande. Notre ami Brock Lesnar, il va sortir un premier Uso avec un lariat. Ensuite, il va coller une souplex à l'autre. Finalement, ils vont terminer en chopant alors je sais plus lequel à ce moment-là. Je crois que c'est Jay. Il va lui porter un F5. Jimmy va quand même un peu se rebeller, va réussir à porter un super kick. Hein. Mais Brock va se relever et va recoller un deuxième F5. Lashley va glisser sur le ring et Roman va essayer de l'attaquer avec la chaise qu'il avait pour péter la gueule au pauvre Peleman. Mais Brock va le relever, va prendre 2-3 coups de chaise quand même, hein, mais va réussir à choper Roman Reigns et va coller un F5. Il relève Roman Reigns une deuxième fois, il colle un deuxième F5. C'était la distribution de Brock Lesnar à Friday Night SmackDown. Mon ami Ringside, est-ce que tu es satisfait du Deliveroo Brock Lesnar? Ah ouais, non, il mérite bien son chèque, ce bon vieux Brock. J'adore le voir débarquer avec sa salopette, là, désormais. Il n'y a rien à redire, c'était vraiment parfait. Voilà, c'était le moment dur du show, quoi. C'était ça qui était important cette semaine. Ce main event, là, cette promo assez incroyable de Roman Reigns qui va finir par virer Paul Heyman. On était dans le parrain, hein, c'est la fin du consigliere, le baiser de la mort, tout ce qu'on veut. Vraiment très bien écrit, hein, la phrase de Paul Heyman. Je sais pas, je suis pas en train de protéger Brock Lesnar de toi, je suis en train de te protéger de Brock Lesnar, c'est super bien trouvé, la foule a popé à mort, Brock Lesnar il arrive, il défonce tout le monde. J'aurais bien aimé qu'il vende un petit peu quand même le super kick qu'il a pris dans la face par Jay. Mais bon, après tout, c'est Brock C'était pas Lesnar, d'actualité là. Ouais, c'était pas le but de la truc, mais bon, quand même. Voilà, à part ça, il a défoncé tout le monde et le public est maintenant à fond derrière Brock Lesnar. Ouais. C'est un super babyface. Suplex City. Suplex City. Non, franchement, là, pour le coup, c'est l'angle parfait. On est super hypé pour Day One. Ça va être un gros match. Voilà, on les a retourné la table. Là, on a un babyface Brock Lesnar, un méchant Roman Reigns. Le suspense, il fonctionne parce qu'on sait pas du tout qui va gagner. Il y a encore Paul Heyman qui est coincé au milieu de tout ça. Non, franchement, rien à redire, c'était juste parfait. Alors, avant de passer la parole à l'Archange, juste pour vous donner une petite info, le truc a tout pété. Hein. Ça a cassé Internet. Les segments, le segment de la fin a fait plus de 3,5 millions de vues cumulées sur YouTube en moins de 24 heures, quoi. Ouais. C'est beaucoup pour un segment YouTube, ça. Pour un truc de catch, quoi, en plus, quoi. Donc, même si c'est la WWE, etc. Mais là, ça a tout pété ce week-end avec Brock Lesnar. Et la tête de la table, donc comme l'a dit Ringside, ils ont retourné la table. Est-ce qu'ils ont retourné le cerveau, mon JL? Oui, carrément. Ils ont carrément réussi ce qu'ils venaient faire. En plus, ils l'ont construit en plusieurs étapes avec les arrivées de Lesnar, avec les arrivées de Roman Reigns, avec le passage, avec le positionnement de Paul Heyman. Non, c'était génial du début à la fin. La punchline est terrible aussi, hein, effectivement. Hein, je protège pas Brock Lesnar, mais c'est moi qui te protège de Brock Lesnar. C'est incroyable. La foule était, alors on en a parlé dès le début, hein, mais le public ce soir était quand même ultra chaud et ça s'est senti tout le long du truc. Donc moi j'ai adoré. On l'attendait l'arrivée de Brock Lesnar évidemment. Tout a super bien marché. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'en plus, il nous laisse un peu dans la merde. Enfin, dans la merde. Il nous laisse un peu sur notre faim parce que Brock Lesnar, ça coupe avant qu'on voit s'il va aller voir Paul Heyman ou s'il y va pas voir Paul Heyman. Et parce que, enfin, moi, ça a coupé à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que on avait le Brock Lesnar sautillant, très énervé au milieu du ring, et on avait toute la Bloodline qui se barrait. Et puis je sais pas, alors je sais pas si vous avez vu s'il était allé relever Paul Heyman ou au contraire s'il l'avait laissé. Avant, hein. Voilà, donc du coup il y a encore cet angle-là, hein, parce que là déjà tout est bouclé pour Day One, on a tous envie de le voir ce truc-là et c'est extrêmement bien réalisé en plus de la partie acting.
Là, on a une construction qui est vraiment un booking qui est hyper bon. Et en plus, il reste cette petite interrogation, ce qui fait qu'on ne sait pas. Donc, il est viré, il a pris un Superman Punch. Est-ce qu'il va finir par retourner vers Brock Lesnar ou au contraire, est-ce qu'il va quand même aller s'excuser vers Roman Reigns? Voilà, il reste encore ce petit truc qui peut encore nous teaser semaine prochaine. Donc ils ont encore, alors même si c'est déjà enregistré, ils ont encore du mou pour nous sortir encore un truc quoi. Donc là, à Day One, ce match va être fou quoi. J'espère que, alors il y a peu de risques que ce soit raté hein, entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Il y a vraiment le risque est ultra faible voire inexistant, mais ils peuvent encore monter d'un petit cran sur ce truc-là, quoi. Donc c'est super fort. Ouais, c'est super fort. Ouais, je suis d'accord avec vous. De toute façon, hein, l'impact du segment, de toute manière, se suffisait à lui-même. Moi, je m'y attendais pas du tout. Hein. Franchement, je pensais pas que c'était ce soir. Moi, j'attendais un twist. J'attendais un twist à Day One. Enfin, j'avais envisagé plusieurs scénarios, on va dire. Mais franchement, ce soir, là, dans ce SmackDown du 19 décembre, du 17 décembre, non, j'avais pas pensé que Roman allait virer notre ami Paul Heyman. C'était assez énorme, le Superman Punch. Paul Heyman, putain. Si on retraçait sa carrière, combien de finishers il a pu prendre de plein de catcheurs tout au long de sa carrière et tout, c'est incroyable. Et encore à son âge, il prend encore des bumps quoi, c'est quand même phénoménal quoi ce mec quoi. Il aura dédié sa vie à l'ignoble sport et c'est assez formidable. Et puis Brock Lesnar hein, ce personnage, je sais pas avec vous la semaine dernière là avec ce segment avec Sami Zayn que j'ai trouvé fantastique. Et là, dans ce personnage de Canadien chasseur avec sa houppette et tout, c'est fou quoi. C'est fou, ce mec se réinvente au fur et à mesure des années. J'ai revu pas mal d'images de lui jeune là, parce que je me suis regardé la saison 2 de Ruthless Aggression. Et il y a en particulier un épisode où on parle beaucoup de la période avec Cena, Batista, etc. et de Brock Lesnar. Et vraiment, quand on voit l'évolution du mec, quoi, entre le mec qui est arrivé en grenouillère à la OVW, et puis ce qu'il est là, le 17 décembre 2021, c'est quand même, ce mec est totalement incroyable. Il restera dans l'histoire, hein, Brock Lesnar, hein, ça va être, pour moi, à mon avis, être dans le top 5 de l'histoire des catcheurs. Quand il arrêtera, on mesurera à quel point ce mec était hors norme. Et puis là, je trouve il ajoute une corde sur cet axe un peu, sur cet arc un peu comico, où il est au micro quoi. Hein. Et puis il y va et il avait Paul Heyman jusqu'à présent parce que voilà, c'est lui qui lui faisait les promos et puis il disait pas grand chose. On se rend compte que alors sous certaines conditions, on en avait un peu parlé dans les reviews précédentes où faut pas non plus que ça, parce qu'il a une voix qui est un peu aiguë, mais il faut que ça reste un peu calme. Mais ça marche quoi, ça marche. Et c'est pas évident, hein, c'est pas donné à tout le monde, je pense. Hein. Clairement. Et si on doit revenir sur l'histoire de Brock Lesnar, le mec il a quand même tout fait. Ce qu'on félicite CM Punk à l'heure actuelle d'avoir claqué la porte de la WWE, d'avoir été faire du MMA, de revenir en machin. Brock Lesnar il avait déjà tout fait ça avant et en mieux quoi. Hein. Il va carrément en mieux même. Il a claqué la porte de Vince McMahon quand il en avait marre. Il a été au Japon, il est devenu champion au Japon. Il a été à l'UFC, il est devenu champion à l'UFC. Il est revenu à la WWE au top. Il est même venu botter le cul de John Cena. En veux-tu, en voilà. Il prend une catchphrase, Suplex City. C'est reparti sa carrière. Hormis le fait qu'il a été un champion un petit peu absent à une certaine période, c'est bien le seul reproche qu'on peut lui faire. À part ça, il a toujours délivré la marchandise. Et c'est sûrement un des mecs les plus intelligents du business. Hein. Ce Brock Lesnar là. Donc, effectivement, comme tu le dis, l'histoire lui rendra raison, je pense. Oh, je le pense bien. Oh, j'en suis convaincu même. Allez, on va voir si l'histoire va nous rendre raison. En tout cas, pour la notation de ce Friday Night SmackDown, on va commencer avec l'Archange, ton top. Ton flop est ta note. Alors, voilà, grande réflexion. Oui, pour cause de micro coupé aussi. Et donc, pour mon top, vu que je suis le premier, je le prends en premier, la fin, à savoir tout le segment là que j'ai trouvé dingue sur la construction en fil rouge en plus qui a eu lieu avec les arrivées, comme je disais, des deux.
Et puis, alors, je dirais pas cliffhanger parce j'ai l'impression qu'ils vont encore nous sortir un truc semaine prochaine. Mais sur déjà là où on reste, et puis le fait effectivement qu'on sache pas, il nous reste encore cette interrogation par rapport à Paul Heyman. Voilà. Donc ça c'est mon top. Mon flop, je vais le donner. Je ne sais pas si vous avez vu pendant la promo de Xavier Woods et de sa couronne, donc on a noté qu'il y avait effectivement Shinsuke Nakamura, et je vais le donner à Shinsuke Nakamura, mais pour toute l'énergie qu'il a développée il chantait comme un fou, je ne sais pas si vous l'avez vu, et je crois qu'il a plus donné sur ces 15 secondes-là que sur les 6 derniers mois en termes d'énergie. Donc ça va être mon flop, parce que c'est un sacré feignant, je tiens quand même à le dire. Un escroc, ce Nakamura. Un escroc de la pire espèce. Et puis ma note, on va aller haut, parce que franchement, à part effectivement, il y a quelques matchs dispensables, il y avait toute la partie Ridge Holland, ça m'intéresse pas, la partie avec comment ça s'appelle, Madcap Moss, ça m'intéresse pas, mais pourtant j'ai réussi, pourtant c'est sympa, le match d'entrée avec les filles était dingue, la partie, moi j'aime bien aussi Naomi, même si c'est mal fait. Je vais mettre un 3-5, voilà. 3-5 parce que je suis resté à la fin, je suis resté scotché quoi. Ah oui, il y a le match des New Day aussi. Donc 3-5 pour moi. Ringside. Moi je vais donner mon flop à Matt Moss, Baron Corbin, McIntyre, tout réuni là. Parce qu'effectivement ça c'était long, c'était pas bon, c'était dispensable complètement. Maintenant ce show effectivement c'était une russe, comme on dit. Il y a eu du très mauvais et il y a eu du vraiment excellent. Des trucs qui vont rester dans l'histoire. Je pense que ces segments auxquels je vais donner mon top, le main event, ça c'est un truc dont on se souviendra assez longtemps. Voilà, rien à redire, c'était parfait de bout en bout, aussi bien écrit que mis en scène. Voilà, et je suis hyper hypé pour Day One. Et ce gros match une affiche qu'on a déjà vu plusieurs fois, mais ils ont réussi à nous la revendre encore une fois et je dis chapeau. Et du coup, au niveau de la note, je vais rejoindre Géliel, je vais mettre 3,5. Les hauts tirent vraiment le show vers le haut, alors que le bas, même si c'est mauvais, ça reste anecdotique et puis ça n'entache pas grand chose. Et puis surtout, on est parti pour voir la fin de Nakamura, je pense, avec ce Gauntlet match qui est prévu la semaine prochaine. Voilà, donc je suis plutôt optimiste pour la suite. Et voilà, et je pense que le main event c'était quand même un des meilleurs moments de l'année, quoi. Ouais, c'était un des grands moments de l'année. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ouais, c'est compliqué de pas lui donner son top d'ailleurs, mais peut-être qu'il n'y avait pas eu ce truc aussi énorme à la fin là, avec tout ce twist. Il n'y aurait pas eu ça aurait été un SmackDown de merde. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aurais donné, je pense, une note très faible en fait. Et même si, pour le coup, j'aurais peut-être donné mon top à l'opener, le tag team des filles que j'ai trouvé très bon. Et donc je peux pas ne pas donner mon top au main event, quoi. C'est tellement un truc de fou, quoi. Donc c'est SmackDown pour ça, tout au long de l'année. De toute façon, là-dessus à SmackDown, les main events sont rarement décevants. Il se passe toujours des trucs assez incroyables. Et écoute, c'est dans la continuité. Donc voilà, donc le top, les co-main events. Et puis mon flop, pour le coup, j'aurais pu le donner à plusieurs trucs. T'as donné toi? Moi, je vais le donner un peu à mon espèce de tristesse. C'est pas, ça a fait mal à mon petit cœur, l'histoire du Cesaro, Sheamus, etc. Est-ce que j'aurais aimé qu'en fait ils se croisent pas à SmackDown, ou est-ce que je sais pas ce que j'aurais aimé, mais en tout cas ce que je vois là, je l'aime pas. Tu vois, tonton, on a l'impression que on voit que t'as passé un cap, parce que par contre voir Ricochet tout seul en train de danser derrière Xavier Woods, ça te fait plus rien, c'est ça. J'ai abandonné depuis longtemps, quoi. Même si je vais caresser un espoir discret, tu vois, pendant le 12 Gauntlet match là, en espérant que peut-être il va sortir une perf. Déjà j'avais eu espoir là dans le match, il y avait eu une Battle Royale là où il avait terminé dans le Final Four et je m'étais dit et non. Mais bon, écoute, je me dis que le titre intercontinental, il est tellement mal tenu que de toute façon, même un Ricochet, même si ça fait chier tout le monde, en tout cas, il y aura peut-être un heureux dans la planète catch, ça sera tonton, voilà. Mais voilà, cette tristesse un peu sur le 6. En plus, pour moi, Cesaro et Sheamus ont fait tellement une année folle. Sheamus encore plus, quoi, parce que vraiment, Sheamus, pour moi, c'est un des plus énormes catcheurs de l'année 2021.
Et voilà, et voir ça avec ce médiocre Ridge Holland, j'ose le mot, c'est un peu tristounet. Voilà, donc voilà. Et ma note, moi je vais être un peu. Vous mettez 3,5, putain, je trouve que 3,5, putain, c'est une note. Je vais rester sur un 3. Je vais mettre un 3. Franchement, s'il n'y a pas ce finish, je serais curieux de savoir comment on aurait noté ce show. Mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est comme j'aurais mis ça. 1. T'aurais mis 1. Ouais, non, sans le main event, il vaut rien du tout l'épisode en vérité, mais tout est dans le main event. Et il y a le match Uzo machin qui est. Et l'opener. Et l'opener, voilà, tu vois. Quand même, qui réussit un peu Ouais, à mais relever. un opener, t'oublies vite. Tu vois ce que je veux dire? L'opener fait rarement monter la note. Ouais, c'est vrai. Bon, ok, écoute, voilà, en tout cas, c'est comme ça que se termine. Un SmackDown plutôt bien noté, ma foi, quoi. Donc ça reste quand même plutôt pas mal pour terminer cette année. Alors, c'est pas tout à fait terminé. Il va nous en rester quoi? Il va nous en rester 2 des SmackDown, là. Ouais. Le soir de Noël. Ah ouais, mais c'est fou, en fait. Ah oui, c'est le 24 au soir et le 31 au soir. Ah ouais, effectivement, ouais, SmackDown, ça va être. Ah, c'est pour ça en fait que j'ai vu que tout était enregistré là, hein, jusqu'à Day One, tout est enregistré de toute façon. Y a Raw reste en direct, hein, mais les 2 SmackDown là sont enregistrés les uns à la suite des autres, quoi. Donc voilà, faites attention aux spoilers, peuple de catch-up. Par contre, ce qui n'est pas un spoiler, c'est ce que je vais vous donner tout de suite. C'est là où il faut trouver catch-up. Rejoignez la communauté catch-up sur le Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Pour les plateformes de podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ne manquer aucun épisode, rendez-vous sur Apple Podcast, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Je vais pouvoir remercier la triple frite de choc que nous avons représentée pour vous présenter ce Friday Night SmackDown du 17 décembre 2021. Merci beaucoup à toi, mon bon Ringside. J'espère que tu vas passer des belles fêtes de Noël. Écoute, pareillement pour toi. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir reviewer le show bleu à vos côtés. Et merci à toi, mon bon Géliel, pour ton analyse pertinente, et puis que tu passes également de belles fêtes avec le Millennial qui va se faire plaisir là, un pay-per-view le 1er janvier. Pour lui, l'année commence bien. Attends, surtout qu'il a déjà commencé à me dire que ce serait quand même pas mal, qu'on le voit en direct et que c'est pas si tard, etc. Donc je sais pas comment il va falloir que je gère ça. On va voir ça avec lui. En tout cas, merci pour la review, tonton. Merci Ringside également. Passez également de bonnes fêtes et bonne fête à tout le monde également. Ouais, bonne fête à tout le monde, bonne fête à tout le peuple de catch-up. Exactement, ouais, on vous souhaite le meilleur possible, de bien profiter là, de ces vacances, si vous êtes en vacances, de ces vacances de fin d'année, de regarder plein de catch, il y a plein de SmackDown, de Raw, de Dynamite, de Rampage, de Day One, donc qui arrive. Hein. Je voulais juste glisser un petit mot exprès pour emmerder Ringside. Je voulais juste parler, parce que cette semaine quand même, il aura fait quand même une grande partie de l'année 2021 à la WWE. Je pense on parlera de lui à l'occasion des Awards de fin d'année de catch-up, mais on a un certain dénommé Bryan Danielson qui a affronté un certain Eggman Adam Page pour le titre de la All Elite Wrestling à Winter is Coming. T'as vu ça, mon bon Ringside, ou tu boycottes la All Elite Wrestling? Non, genre, parce ils ont eu la bonne idée de mettre ça au début, en opener. Donc, c'est bien, c'est que j'ai pas eu besoin de regarder la suite. Gros match d'1 heure, hein, avec un grand Daniel Bryan. Je suis pas sûr qu'Hangman Page ait le niveau pour faire un match d'1 heure, mais bon, là, c'était à la télé, coupé avec les pubs, etc. Ouais, c'était longue interruption. Belle performance pour les deux, quand même. Il y a eu une longue interruption suite à la coupure au front là, de Hangman Page. Il y a eu un moment très très long, quoi, en fait, où ils ont un peu tergiversé à savoir est-ce qu'il fallait le soigner, pas le soigner, etc. Bryan est resté au milieu du ring et a taunté le public pendant je sais pas combien de temps, à faire des exercices de fitness. Pendant toute la coupure pub. Hein, à faire des exercices de fitness, etc. Non, mais, il a été incroyable, Bryan Danielson. Ouais, du grand Bryan Danielson. Du grand Bryan Danielson. Il fait du bon boulot à la All Elite. C'est vraiment un des points forts de leur émission. Voilà, ça vaut le coup d'œil quand même. Le finish est particulièrement réussi en plus, donc le dernier quart d'heure, c'est quand même assez exceptionnel.
Match de 60 Voilà. minutes, quoi. 60 Voilà, minutes, 60 quoi. minutes, c'est pas banal. C'est pas banal. Ouais, non, c'est des matchs comme ça, vous en voyez pas très souvent. Donc moi, je vous encourage quand même d'aller faire un petit tour sur ce Winter is Coming. Vous pouvez oublier la dernière demi-heure. Voilà, regardez juste cette heure, juste ce match. Si vous aimez Daniel Bryan, Bryan Danielson, vous pouvez ne pas passer à côté de ça parce que c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça assez fantastique et avec un public de fou et tout. Enfin bref, tous les éléments étaient réunis quoi. Et donc ma foi, c'était un bien beau match AEW World Title match que ce Adam Page versus Bryan Danielson. Allez, j'arrête les digressions sur la All Elite Wrestling. Ici, c'était la WWE en direct de Chicago, Illinois, USA, avec la team Catch-Up, avec un Géliel qui vous parle en direct du stade d'Indianapolis. Tout à fait content. Je comprends bien. Et un ringside qui nous parle de la salle de... C'est quoi, c'est les Colts? Ah ouais, le patron il serait là, il pourrait nous répondre. C'est les Indianapolis Colts. Je sais pas, tu suis un peu le foot américain, mon ringside? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Ça m'est arrivé de regarder le Super Bowl, mais là, j'avoue que je suis complètement à la ramasse. Eh ben écoute, si tu écoutes un petit peu les reviews de Catch-Up, eh ben, sur celle d'Euro, on a l'occasion d'en parler un petit peu avec le patron, quoi. D'ailleurs, bientôt à Catch-Up, les reviews de la NFL. Alors là, les matchs durent 4 heures. Amuse-toi, faites-vous plaisir. Allez, faites-vous plaisir, peuple de Catch-Up, en nous écoutant. J'espère que vous aurez pris du plaisir à écouter cette review de Friday Night SmackDown. On vous laisse là-dessus. On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait les cordes à linge plein la face. Salut Géliel. Salut tonton. Salut Salut Ringside. Ringside. Ciao tonton, ciao à tous. Et salut peuple de catcheur. Bah voilà, on a fait plus long que le show lui-même. Bonne performance. Tant qu'on n'arrive pas à faire plus long que la pub, Mm. ça va encore.